Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des poèmes les plus célèbres des cahiers de Douai, qui est le poème Ophélie. Donc Ophélie, c'est le cinquième poème du recueil. Et c'est un poème qui est célèbre par son sujet, puisqu'il évoque un personnage de Shakespeare, l'Ophélie d'Hamlet. Et Rimbaud, donc, qui est un lecteur de littérature anglaise, rend hommage à Shakespeare à travers l'évocation de ce personnage. Et la mort d'Ophélie est interprétée par Rimbaud comme une sorte de fugue de la jeune fille qui va rejoindre la paix de la nature. Et en même temps, Ophélie, c'est quelque part aussi un petit peu la figure du poète. Alors, vu que le poème est un peu long, je vais expliquer partie par partie. D'accord, je vais vous lire d'abord la première partie, faire une petite explication rapide et passer ensuite au suivant. Ophélie. Sur l'onde calme et noire, où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lit, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle, elle éveille parfois, dans un aune qui dort, quelque nid d'où s'échappe un petit frisson d'aile, un chant mystérieux, tombe des astres d'or. Alors, dans cette première partie, on a une présentation, une description d'Ophélie qui flotte sur les eaux, qui est conforme en cela à de nombreuses peintures qui représentent Ophélie. On peut par exemple citer la peinture célèbre de Millet, le peintre anglais pré-raphaélite, qui représente une Ophélie comme ça, flottante au milieu des eaux. Il faut faire attention à la lecture au diérèse, la blanche Ophélia au vers 2 ou un chant mystérieux, puisque là on est sur des quatrains d'Alexandrin 6-6. On peut repérer quand même dans cette première partie la perfection absolue de la forme. On voit vraiment que là, Rimbaud, c'est un poème qui avait été envoyé à Théodore de Banville, donc un poète du Parnasse. Et là, véritablement, Rimbaud fait usage de toute sa technique littéraire. Donc vous avez, dans ce que j'ai surligné un petit peu, les éléments qui décrivent Ophélie. Donc elle est décrite dans une vision assez traditionnelle, celle d'Ophélie suicidée, noyée. La blanche Ophélia flotte comme un grand lit. Alors à la lecture, j'ai prononcé lys, enfin lit au lieu de lys, parce que ça rime avec Alali. D'accord? Donc il faudrait potentiellement soigner la rime. La femme est assimilée à une fleur. Puisqu'on parle donc elle flotte comme un grand lys. Le vent déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Et elle est assimilée aussi à un fantôme à cause de sa pâleur. Alors pas ce fantôme blanc, la blanche Ophélia, c'est évidemment la pâleur de la mort. Elle est caractérisée par sa douceur, par sa proximité avec la nature, puisque la nature semble lui rendre hommage. Les roseaux s'inclinent, le vent baise ses seins, il y a quelque chose d'assez érotique dans la description, et donc la nature, les nénuphars soupirent autour d'elle, c'est tout ce qui est en vert, les saules frissonnants pleurent sur son épaule, les roseaux s'inclinent, et la nature semble être en deuil de cette Ophélie. L'embrasse, mais il y a aussi une forme de révérence de la nature, puisque les roseaux s'inclinent sur son grand front qu'on dit rêveur. Et son grand front, c'est pour désigner la pensée. Et ce poème, c'est aussi une réécriture des contemplations de Victor Hugo. Et dans les contemplations de Victor Hugo, Victor Hugo définit toujours le poète comme le rêveur. Donc on a déjà une assimilation en quelque sorte d'Ophélie à une forme de figure du poète.
Dans la deuxième partie du texte, on va avoir une forme, en quelque sorte, d'oraison funèbre d'Ophélie, c'est-à-dire que le poète va à la fois faire l'éloge d'Ophélie et parler à la morte pour lui rendre hommage. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombant des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mères folles, immenses râles, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles, tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Alors, ici, l'oraison funèbre, puisque on a une vision méliorative d'Ophélie, c'est ce que j'ai mis en jaune, belle comme la neige, enfant parce que l'enfant c'est la pureté, c'est l'innocence, ta grande chevelure, ton esprit rêveur, ton cœur écoutait le chant de la nature, ça rappelle son caractère rêveur, sa proximité avec la nature, donc une sorte de perfection, aussi d'innocence, l'innocence qui est marquée par l'enfance, la neige. On a aussi le rappel de ces causes de la mort au pâle Ophélia, encore une fois la diérèse, pour bien accentuer le nom du personnage. Tu mourus par un fleuve emporté, référence à la noyade. Portait d'étranges bruits, la cause de la mort d'Ophélie, c'est aussi sa folie. Et le regret, qui est marqué par l'adresse directe du poète à Ophélie, on passe d'une désignation de elle, elle, la troisième personne, ça désigne toujours l'absente, celle qui est morte, à un passage à la deuxième personne du singulier, à tu, pour pouvoir la convoquer véritablement dans le texte. T'avais parlé, ton esprit, ta grande chevelure. Donc encore une fois, on rappelle bien la pièce de Shakespeare, les monts de Norvège, pour rappeler l'aspect scandinave, hein, sauf que, il faut rappeler, Hamlet, ça ne se passe pas en Norvège, mais au Danemark. Mais c'est la Scandinavie, on va dire, c'est la grande Scandinavie. Rappelle aussi de la folie d'Ophélie dans la pièce, de la folie d'Hamlet aussi, puisque Hamlet, c'est le pauvre fou qui s'assit muet à tes genoux. Hamlet devient fou à cause de sa vengeance. Et on a cette idée de la folie d'Ophélie sur laquelle le poète insiste. Ô pauvre folle, tes grandes visions étranglaient ta parole. Alors, on voit elle était auparavant rêveuse comme le poète, et là, en quelque sorte, elle est en telle communion avec la nature qu'elle a des visions, qu'elle voit, ce qui montre bien que Ophélie est une sorte, comme le poète, de mage, de voyant. Rimbaud va parler par la suite dans une lettre très célèbre, il va dire « il faut se faire voyant ». Donc le poète, Ophélie est une figure du poète aussi. Et cette deuxième partie, ce terrible, se termine par ce vers qui est juste splendide. « Et l'infini terrible effara ton œil bleu ». Effarer, c'est un verbe qui est typiquement hugolien, que Rimbaud va reprendre encore dans un autre poème du Cahier de Douai qui s'appelle « Les effarés ». Donc l'infini terrible, c'est la vision de l'avenir. C'est pareil, hein, ça renvoie à la dernière partie des Contemplations. Effara ton œil bleu. Bleu parce que bleu chez Hugo, c'est la couleur du lyrisme. Et là, on voit bien que c'est la nature qui lui parle, donc ça renvoie au lyrisme aussi, je pense. Donc, pour marquer en fait le refus du monde par Ophélie et son suicide. Dernière partie, et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit, les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia, flotter comme un grand lit.
Encore une fois, on fait une boucle sur le poème. La blanche Ophélia flottait comme un grand lit, on avait ça dans la première partie. Référence au poète, et le poète dit qu'au rayon des étoiles, alors référence à Shakespeare, qui met en scène le personnage dans Hamlet, mais le poète, c'est aussi celui qui transmet la légende, qui voit donc. Donc, en quelque sorte, Rimbaud lui-même peut être ce poète, puisqu'il transmet aussi la légende et se définit comme un voyant. Et donc, on termine par une vision de nouveau calme, après l'infini terrible qui effare l'œil bleu de cette Ophélie qui flotte comme un grand lit pour l'éternité.